Présenter un budget en équilibre. 50 années que nos dépenses publiques dépassent chaque année les recettes. Et peu à peu, on s'est habitué à ce déficit, et cette habitude du déficit a gagné aussi ce qui est invraisemblable, les budgets sociaux, santé et retraite qu'on devrait pourtant assumer ensemble chaque année. Et les collectivités locales contribuent, par leur dynamisme même, aux besoins de financement public. Or, le déficit en soi, ça n'existe pas. Le déficit, c'est purement et simplement de la dette. C'est comme ça dans toutes les familles, c'est comme ça dans toutes les associations, dans toutes les entreprises. Ce qu'on dépense en plus de ses revenus, en plus de ses ressources, il faut l'emprunter. Alors, encore faut-il savoir à quoi servent les sommes empruntées. Si dans votre famille, vous avez de quoi boucler les fins de mois sans difficulté et que vous empruntez pour l'avenir, pour construire une maison ou pour investir dans un appartement ou dans de nouvelles technologies ou des équipements, tout va bien. C'est normal, c'est un effort bien sûr, mais c'est un effort pour la famille, pour l'entreprise. C'est le développement, l'éternel mouvement des êtres humains qui permet d'avancer. Et si vous êtes un État, si vous empruntez pour construire des universités, des voies de chemin de fer ou des hôpitaux, alors, ce sont les générations qui viennent qui en profiteront autant que vous. Il est donc normal qu'elles remboursent leur part des annuités, qu'elles assument une partie de la charge. Mais si vous êtes tous les mois en déficit, si vous êtes obligé d'emprunter non pas pour investir, pour une maison ou pour un équipement, mais pour payer les dépenses de tous les jours, et que tous les mois votre mensualité augmente, mois après mois, vous vous asphyxiez et ça s'appelle le surendettement. Tous les Français savent de quelle malédiction il s'agit. C'est une malédiction pour les familles, pour les entreprises et pour un pays, c'est la même chose. Être obligé d'emprunter tous les mois pour payer les retraites ou payer les salaires des fonctionnaires, c'est une malédiction qui n'a pas d'issue. Alors bien sûr, pendant longtemps, on ne voit pas le risque, on s'en accommode, on détourne les yeux, et puis un jour, on est rattrapé et on ne peut plus payer ce qu'on doit. Alors c'est la crise, la vraie crise. Votre pays est acculé, il est traqué, et vous ne pouvez plus éviter le piège. Un pays qui ne peut pas faire ses fins de mois sans emprunter et qui un beau jour ne retrouve plus de prêteurs, il ne peut plus payer les fonctionnaires, il ne peut plus payer les retraites, alors il n'y a plus aucun échappatoire. Et alors, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une hésitation, ce pays-là ne peut pas survivre, il est obligé de plier. Et ceci n'est pas une théorie en l'air. C'est arrivé à des pays aussi dignes et aussi respectables que le Canada ou la Suède dans les années 90, que le Portugal, l'Italie ou l'Espagne au début des années 2010. Tout d'un coup, les prêteurs cessent d'avoir confiance et nous l'avons vu sous nos yeux arriver à la Grèce. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier l'histoire de la Grèce ou l'exemple de la Grèce. Le Premier ministre d'alors s'appelait Alexis Tsipras. Il était à la tête d'une coalition qui s'appelait Syriza, de gauche et d'extrême gauche. Et pour éviter cet obstacle, il a convoqué un référendum du peuple grec pour que son pays dise non et que, officiellement, son pays derrière lui refuse les conditions de redressement qui lui étaient faites par l'Union européenne et le FMI. Ce référendum pour dire non, Alexis Tsipras l'a gagné très largement le dimanche,
Et le jeudi, 4 jours après, il a été obligé de signer tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'il avait juré de ne jamais accepter. Et le peuple grec, l'État grec, ont dû consentir des sacrifices immenses. Ils ont dû baisser de 30% les retraites et de 15% le salaire des fonctionnaires. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi il faut constater que c'est là que nous en sommes et c'est pourquoi c'est notre moment de vérité. La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Ça signifie 114% du produit national de chaque année, ce qui signifie que cette dette représente plus d'une année de la totalité de ce que notre pays a produit dans toutes ses activités agricoles, industrielles, intellectuelles, dans le secteur du commerce, des services, de la santé ou du soin, la totalité de cela, la dette le dépasse de au moins 2 mois entiers. Et plus la dette s'accroît, plus c'est la double peine. Car si les taux d'intérêt progressent, il faut emprunter toujours davantage si l'on veut continuer à dépenser autant et payer en même temps les mensualités de la dette. Et la charge de la dette devient un poste budgétaire écrasant. En 2029, si nous ne changeons rien, la part des dépenses publiques consacrées au paiement des intérêts de cette dette serait de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire de loin le premier poste budgétaire de l'État, bien plus que le budget consacré à l'éducation nationale. Alors ce sont des chiffres qu'on a beaucoup de mal à se représenter. 3 300 milliards, c'est 3 300 fois 1 000 millions d'euros. Et cette dette augmente de plus de 150 milliards par an. Et pour le dire plus simplement, et pour que chacun mesure exactement la charge immense qui pèse sur nos épaules, ça signifie que chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 5 000 euros de dette supplémentaire par seconde. Voilà où nous en sommes. Et c'est pourquoi je crois que, comme nous le disons depuis l'installation du gouvernement, nous avons désormais le devoir de prendre nos responsabilités. Je crois que c'est la dernière station avant la falaise. Et l'écrasement par la dette, il faut l'appeler par son nom, c'est un danger mortel pour un pays. Voilà, si l'on voit dans la vérité l'arme des citoyens, voilà ce qu'il faut partager avec les Français. La vie a fait que j'ai, personnellement, comme citoyen engagé, comme candidat, comme élu depuis plus de 20 ans, identifié ce risque, que j'en ai fait le sujet de plusieurs campagnes présidentielles et que le hasard, ou le destin, qui est un autre nom du hasard, m'a confié la charge d'en saisir le pays à ce moment critique de notre histoire. Je dis moment critique parce que l'urgence est là. Moment critique parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ni majorité absolue, ni majorité relative, pour affronter les choses avec détermination et constance. Et c'est la première fois depuis plus de 60 ans que nous sommes dans une telle situation politique. Un moment critique parce que, disons la vérité, le monde politique depuis des années n'est pas en voie de ressaisissement, mais disons-le en voie de division, de progressive violence et de délitement, sans doute aussi à l'image de la société française tout entière. C'est donc un moment de vérité, parce que nous ne pouvons plus, en tout cas c'est notre conviction et c'est la mienne, nous ne pouvons plus ni éluder
ni retarder cette menace. Je crois qu'il est tard, mais qu'il est encore temps. Il est encore temps, dans les temps de crise grave, c'est le mot d'ordre des peuples courageux. Alors il faut agir vite et agir fort, mais il faut agir avec justesse et justice. Et pour cela, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans notre pays plus que dans aucun autre pour que nous nous retrouvions dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et je vois deux grandes raisons. Nous avons considéré comme normal dans notre pays depuis des années et des décennies que l'État, puissance publique et sécurité sociale, que l'État paie tout. Nous sommes devenus accros à la dépense publique. Il n'y a pas de difficulté du pays, il n'y a pas de changement nécessaire, il n'y a pas d'obstacle à surmonter, ni d'ordre sanitaire, ni d'ordre climatique, ni d'ordre énergétique ou familial devant lesquels les élus, les citoyens, les médias n'aient eu chaque fois qu'une seule réponse à la bouche, se tourner vers l'État. Que l'État prenne en charge les difficultés sectorielles, ça a été réclamé pour tous les secteurs, des personnes, aux familles et aux entreprises. Et la France est ainsi devenue le pays du monde qui dépense le plus d'argent public. 57% de notre production nationale chaque année, 57% dépensés contre 50% seulement de recettes. Et je vous invite à mesurer avec moi le paradoxe français. Nous sommes le pays du monde qui mobilise le plus de dépenses publiques. Nous sommes le pays du monde qui a les impôts et les charges sociales les plus élevés. Et si l'abondance des impôts faisait la richesse et le bien-être d'une nation, nous serions le pays le plus prospère et le plus heureux de la planète. Et pourtant, les Français sont de plus en plus mécontents de leurs services publics. Et pourtant, notre économie souffre. Et pourtant, ce qui est plus frappant encore, nous sommes le pays le plus pessimiste au monde, selon la mesure de tous les sondages disponibles. Le pays le plus pessimiste au monde est le pays où l'on dépense le plus d'argent public. Et en revanche, si vous comparez avec les pays que j'ai cités tout à l'heure où les efforts de réduction des dépenses publiques ont été mis en œuvre, alors ce sont précisément ceux qui se déclarent, dans les mêmes comparaisons internationales, les plus heureux, alors que 2/3 des Français se déclarent pessimistes pour l'avenir national. Ça, c'est la première raison. Accro aux dépenses publiques, accro aux dépenses de l'État. Mais la seconde de ces raisons de fuite vers la dette, c'est que nous avons peu à peu perdu de vue que pour distribuer, il fallait produire. Or, distribuer toujours plus en produisant toujours moins, c'est une condamnation. Et cela se traduit dans notre commerce extérieur. Sur les 25 dernières années, depuis le début des années 2000 jusqu'en 2024, notre solde, notre résultat du commerce extérieur, ce que nous achetons contre ce que nous vendons, notre résultat du commerce extérieur est passé de l'équilibre dans les années 2000 à un déficit massif, tous les ans répété, qui est une fois de plus cette année, comme depuis 5 ans, supérieur à 100 milliards d'euros pour la 4e année consécutive. Nous sommes donc devant deux mouvements d'affaiblissement face auxquels nous devons mettre en œuvre deux plans d'action que je vous propose d'examiner maintenant et qui forment un ensemble cohérent. Un plan pour dire stop à la dette et un plan pour dire en avant la production. Un tel mouvement de redressement serait déjà difficile en temps ordinaire, mais les temps que nous vivons aujourd'hui à l'échelle de la planète sont menaçants comme ils ne l'ont jamais été.
le changement climatique est une menace en soi, même si plusieurs continents ne peuvent pas y faire face et que d'autres ont décidé de l'ignorer. Mais surtout, le grand basculement que nous avons vécu, c'est que la violence est devenue la loi universelle. Le basculement du monde qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par les armées de la Russie de Poutine, ce basculement du monde nous a montré, avec d'autres, avec le 7 octobre, avec le drame à Gaza, que le monde était prêt à s'embraser. Et on nous annonce régulièrement des mouvements de cet ordre du côté de la mer de Chine. Et nous avons vu récemment, avec le conflit opposant l'Iran à Israël, que tout cela était en train de devenir une règle générale pour, hélas, toutes les régions de notre planète. Et cela nous dicte un devoir qu'il faut oser formuler. Cela nous oblige à organiser notre propre défense pour l'avenir. Cela nous oblige à organiser et à renforcer notre autonomie stratégique. Cela nous oblige à un effort d'amélioration de notre capacité militaire. Et cet effort inédit de réarmement, il mobilise en même temps toutes les nations européennes, et la France ne peut pas rester à la traîne. Nous savons tous que l'armée française, et nous croyons tous, j'imagine que l'armée française doit rester au niveau de ses responsabilités afin de faire face aux nouvelles menaces, aux nouvelles formes d'affrontement dont nous connaissons les visages, l'espace, le numérique, la désinformation, les armes nouvelles, les drones, les missiles, tout ce qui fait aujourd'hui l'actualité et la vie quotidienne de tant de nations soumises à la violence. Et donc, il faut dire clairement que nous devons nous donner les moyens d'affronter ces enjeux, ce qui passe d'abord par le respect de la loi de programmation militaire 2024-2030. Mais aussi exigeant que cela paraisse, c'est presque hors d'atteinte, nous allons en plus devoir accentuer cet effort. Tous les pays européens se réveillent face à la même obligation, à la même urgence, et tout d'un coup, ils comprennent ce que la France leur dit depuis longtemps, depuis 60 ans, depuis le général de Gaulle, et spécialement depuis 8 ans, depuis l'élection du président de la République, et qui se résume en une formule toute simple: dans le monde qui vient, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et tout se réveille donc sous la pression de la même urgence et des mêmes menaces. Partout, la guerre est revenue et elle se mondialise. Nous savons tous que les armes avec lesquelles la Russie écrase les villes ukrainiennes, ce sont pour partie l'Iran et la Corée du Nord qui les produisent. La guerre est revenue et nous ne pouvons pas laisser notre continent désarmé ou soumis au seul choix américain. D'autant plus que, pour compliquer encore les choses, non seulement il y a cette violence partout dans le monde, mais cette violence, elle s'est aussi étendue dans le monde économique, industriel, commercial, et la bataille des droits de douane fait de nous une cible, en tout cas nous impose une fragilité en face de laquelle nous allons devoir réagir, et c'est pourquoi le gouvernement veut une politique européenne déterminée dans la guerre des droits de douane. Et c'est pourquoi, pour parler de notre responsabilité et de notre devoir, le gouvernement assume, en accord avec le président de la République et dans la ligne qu'il a tracée dimanche, assume l'impératif de protection de notre défense nationale vers l'avenir, vers les nouvelles menaces et vers les armes nouvelles qui garantissent la liberté. Et cela se traduira par quelques 3,5 milliards d'investissements supplémentaires en 2026 et 3 milliards de plus en 2027. Et bien sûr, nous aurions tous préféré des temps plus paisibles, mais ce sont les nôtres.
et la responsabilité est la nôtre. Alors nous devons faire face, et quelle que soit la difficulté des temps, nous ne braderons pas notre impératif de sécurité. Alors j'en viens donc, si vous voulez bien, à la présentation des deux plans. Stop à la dette, par lequel je vais commencer, et En avant la production, que je traiterai ensuite, et qui vise à enrayer l'engrenage néfaste dans lequel nous sommes entraînés, ou pour être plus exact, dans lequel nous nous sommes laissés entraîner. Ces plans n'ont pas été pensés par le gouvernement en solitaire. Les contributions à cette réflexion ont été nombreuses, issues notamment des travaux des parlementaires, des partenaires sociaux, des groupes politiques, des associations d'élus locaux, des think tanks et de la société civile au sens large. Je veux remercier en particulier le président du Sénat et les commissions de la Haute Assemblée pour leurs propositions concrètes, et je remercie aussi tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale qui ont pris part aux rencontres organisées avec le gouvernement sur la préparation du budget 2026. Toutes ces propositions ont été utiles, mais il est vrai que c'est moi, dans mes fonctions de chef de gouvernement, qui ai tranché. Je l'ai fait en conscience, sans aucune considération de quelque intérêt personnel ou catégoriel que ce soit. Je l'ai fait avec le seul souci du retour de notre nation à l'équilibre, ou pour commencer à un meilleur équilibre. Et je l'ai fait pour défendre notre liberté et de tous ces choix, bien sûr. Je suis content de rendre compte aux Français. Alors d'abord, le plan Stop à la dette. Ce plan repose sur 5 principes. Il s'agit d'un plan pluriannuel de retour à l'équilibre de la dette sur 4 ans. 2026, 2027, 2028 et 2029. C'est un plan réaliste et un objectif que nous affirmons atteignable. La promesse de ce plan et de notre engagement devant les Français est toute simple, c'est d'arrêter l'augmentation de la dette en 4 ans. C'est une trajectoire que nous avons choisie et qui se décline précisément. Nous sommes entrés en fonction alors que la France était presque à 6% de déficit, 5,8. Nous réaliserons, conformément à notre engagement, un déficit de 5,4% en 2025. Ce déficit doit passer, la marche est haute, à 4,6% en 2026, à 4,1% en 2027, à 3,4% en 2028, pour atteindre le seuil de 2,8% en 2029. Alors 2,8%, c'est un peu moins de 3%, ce n'est pas des chiffres choisis au hasard. C'est un chiffre qui a une signification extrêmement simple. C'est le seuil à partir duquel, dans un pays comme le nôtre, la dette n'augmente plus. Elle est stabilisée. Alors on peut sans doute souffler un peu, on peut compter sur, comme les bateaux, sur la marée de la croissance pour remettre le navire à flot. Et ce plan, deuxième principe, passe avant tout par la stabilisation et la baisse de la dépense publique. Parce que son emballement n'est compatible ni avec l'accroissement de notre richesse nationale, ni, puisque nous sommes le pays le plus imposé du monde, en tout cas de l'OCDE, ni avec une hausse continue des impôts. Troisième principe, tout le monde devra participer à l'effort. Face à l'ampleur de l'enjeu, il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau. Quatrième principe, le travail et la compétitivité de nos entreprises doivent être autant que possible épargnés. Ils sont notre seule arme pour aller de l'avant et pour ne pas vivre dans le cauchemar de l'amputation perpétuelle des dépenses et investissements que nous avons à faire.
Cinquième principe et dernier, cet effort, enfin, est défini pour être supportable par tous. Il n'impose pas de baisse des salaires dans la fonction publique, ni de baisse des pensions de retraite. Il ralentit la croissance des dépenses, mais ne la supprime pas, et il n'entraîne pas de récession. Alors, la première étape dans notre plan pluriannuel de retour à l'équilibre de la dette concerne l'année 2026. Nous devons réduire pour l'année prochaine, pour 2026, notre déficit annuel à 4,6%. C'est ça la marche que nous avons définie pour arriver à retrouver cet équilibre en 2029. Alors ça a une signification précise, c'est que nous devons retrouver la maîtrise de la dépense publique, nous devons contenir l'accroissement quasi mécanique des charges, et cela signifie un effort, je vous épargne le calcul que nous avons défini depuis longtemps, au moins à hauteur de 40 milliards d'euros. Mais, comme je vous l'ai indiqué, nous vivons au milieu de dangers particuliers qui pèsent sur le monde cette année, que l'effort de notre défense ne peut pas être éludé, et nous ne pouvons pas courir le risque de laisser se dégrader notre situation faute de prévoyance. Au lieu de 40 milliards prévus si la situation ne s'était pas aggravée en matière de défense, nous avons décidé de porter ce chiffre à 43,8 milliards, soit près de 44 milliards. Alors, tout ceci a des conséquences. Il faut que nous contenions de manière durable la progression des dépenses de l'État, des collectivités et du système social. Et c'est tout d'abord l'État qui va montrer l'exemple et stabiliser ses dépenses et même réduire son train de vie. L'État se fixe comme première règle de ne pas dépenser davantage à l'euro près en 2026 qu'en 2025, à l'exception de l'augmentation de la charge de la dette et des dépenses supplémentaires pour le budget des armées. Les dépenses d'intervention seront contenues et, s'il le faut, réorientées. Pour y parvenir, aucun département ministériel ne sera exempté. Tous les ministères seront solidaires de cet effort collectif. Il pourra arriver que certains projets de loi de programmation soient décalés de quelques mois, pas davantage, et que le lancement de grands projets coûteux programmés soit reporté par exemple de 6 mois. L'État va diminuer ses charges. Il va reprendre sa maîtrise de la masse salariale en réduisant de 3000 postes le nombre d'emplois publics dès 2026. Or, les postes d'élèves-professeurs créés dans le cadre de la réforme des enseignants. Cet effort sera inscrit dans la durée. Les administrations et les opérateurs devront repenser leurs moyens en anticipant dès à présent une règle que nous fixons pour les années qui viennent et qui sera une règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Mais l'État doit aussi mieux maîtriser son patrimoine. L'État est propriétaire de très nombreux biens immobiliers pour un montant de plusieurs centaines de milliards, il y a même des chiffres plus importants encore qui sont articulés. Patrimoine qu'il ne connaît pas toujours en détail et dont il ne fait, pour ainsi dire, rien. Patrimoine important et improductif. Nous allons créer une société foncière pour réduire, réaliser chaque fois que possible, en tout cas gérer et rendre utile le patrimoine improductif de l'État. L'État détient aussi des participations dans de grandes entreprises. Plusieurs sont essentielles. Elles doivent être protégées pour jouer leur rôle stratégique. Mais dans certaines de ces entreprises, la participation de l'État pourrait être diminuée sans réduire son influence. Et le patrimoine ainsi dégagé doit être mis en œuvre, par exemple, pour aider à de grands programmes de recherche. Enfin, l'ensemble des opérateurs de l'État, et en particulier les très nombreuses
j'avais écrit innombrables agences ou comités prendront pleinement leur part à cet effort. Je salue le travail initié par la commission d'enquête sénatoriale sur lequel nous nous appuierons. Nous allons supprimer des agences improductives qui dispersent l'action de l'État. Les dépenses seront recentrées. Plusieurs centaines, peut-être entre 1000 et 1500 emplois seront supprimés, mais surtout dans le cadre de l'exercice de la refondation de l'action publique, une réorganisation des opérateurs doit être menée, qui passera soit par des réinternalisations, l'État reprendra la responsabilité de certaines de ces actions, soit par des fusions. À cet effort de maîtrise des dépenses publiques, les collectivités devront aussi prendre leur part. Elles sont proches des Français, elles sont au cœur de l'investissement public, mais elles doivent participer à l'effort général. La règle sera que leurs dépenses ne dépassent pas dans les années qui viennent la progression des ressources de la nation. Pour ce faire, le dispositif qui porte un nom compliqué de lissage conjoncturel, est-il écrit, des recettes fiscales. Dans le monde des initiés, on appelle ça le DILICO, sera reconduit et les financements apportés par l'État aux collectivités territoriales seront régulés, mais en contrepartie, un soutien exceptionnel de 300 millions d'euros sera accordé aux départements les plus en difficulté, avec un travail conjoint pour maîtriser durablement la dynamique de la dépense sociale. Enfin, la maîtrise des dépenses publiques passe aussi par celle des dépenses sociales. Nous sommes et nous pouvons être fiers de notre système de santé. Mais nous devons aussi être conscients que si nous ne faisons rien, la dérive automatique nous conduit à des déséquilibres que nous ne pourrons pas supporter. Si nous ne faisons rien, cette dépense augmentera l'année prochaine de 10 milliards d'euros. Ce n'est pas soutenable. Je propose que nous fassions l'effort de limiter cette hausse de moitié, ce qui fait que nous devons collectivement réaliser un effort de l'ordre de 5 milliards d'euros. Alors comment va-t-on faire ? Des parlementaires, des partenaires sociaux, des acteurs de la santé, au premier rang desquels la Caisse nationale d'assurance maladie, ont fait dans des études courageuses de nombreuses propositions sur lesquelles le gouvernement entend s'appuyer. Nous devons responsabiliser les patients pour que le coût de la santé soit plus concret pour nos concitoyens. Nous consommons par exemple en France 2 fois plus d'antibiotiques qu'en Allemagne. Et je ne crois pas que nous soyons en meilleure santé que les Allemands. Chaque fois que nous achetons une boîte de médicaments, nous en payons une partie et la somme totale que nous déboursons, additionnée, est plafonnée à 50 € par an. Nous pousserons ce plafond à 100 €, ce qui signifie pour ceux qui consomment le plus de médicaments une dépense de l'ordre de 8 € par mois. La responsabilisation passe aussi par la prévention, notamment la vaccination. Je voudrais que vous ayez ce chiffre en tête que donne souvent la ministre de la Santé. Les 3/4 des personnes en réanimation au moment des épidémies de grippe ne sont pas vaccinées. Un autre défi auquel nous devons nous attaquer concerne les affections de longue durée. 20% des Français sont en affection de longue durée contre 5% de la population allemande. Et je ne crois pas davantage que tout à l'heure que les Français sont en plus mauvaise santé que les Allemands. De la même manière, la multiplication déraisonnable, un certain nombre de pratiques qu'il faut réguler, la multiplication déraisonnable par certains patients des visites pour contrôler un diagnostic ou pour contrôler ce que leur a dit le médecin précédent, ou la multiplication, toujours déraisonnable, des mêmes radios ou des mêmes scanners, parfois à 15 jours d'intervalle. Tout cela n'apporte rien aux patients. La santé ne peut pas être seulement un marché
sur lequel les consommateurs soient sans frein et sans limite. La mise au point définitive, je m'exprime avec prudence, la mise au point définitive parce qu'il y a 30 ans qu'on en parle, du dossier médical partagé sur lequel chacun aura la totalité des examens qu'il a reçus pour que le médecin suivant sache à quel patient et à quelle pathologie il peut avoir affaire. Le dossier médical partagé et sa tenue obligatoire par les praticiens feront, avec le concours de l'intelligence artificielle, faire des pas de géant au diagnostic et à la prévention et à l'aggravation des affections. Cela, tous les médecins et tous les professionnels de santé le savent. Nous allons donc engager une réforme en profondeur de prise en charge de ces affections avec, dès 2026, des mesures visant à sortir du remboursement à 100% des médicaments qui sont sans lien avec l'affection déclarée. Évidemment, il ne s'agit pas des médicaments qui touchent l'affection en question. Et aussi à pousser qu'on puisse sortir du statut d'affection de longue durée lorsque l'état de santé ne le justifie plus. Une plus grande efficience, comme on dit, une plus grande efficacité sera demandée à l'hôpital, notamment dans les achats, et grâce à la médecine ambulatoire, et de la même manière dans les soins de ville. Je donne un exemple de meilleure gestion qui ne coûterait rien, bien au contraire. Lorsqu'un hôpital a un médicament, même très coûteux, et que ce médicament approche de la date de péremption, il ne peut ni le donner ni le vendre à un autre établissement. Il est obligé de le détruire. Et l'autre doit l'acquérir au prix fort. C'est de bon sens qu'on puisse ainsi faire des économies en partageant ou en mutualisant les achats et le risque. De la même manière, j'ai toujours été frappé que les dispositifs médicaux et médicalisés, les fauteuils pour les personnes infirmes, gravement malades, en fin de vie, les cannes anglaises, le nombre si important d'aides de matériel mobilisé pour une personne gravement atteinte, il faut pouvoir les réutiliser après que la personne n'en a plus besoin, par exemple après qu'elle a disparu. En ce qui concerne les arrêts maladie, nous devons mettre fin à une dérive. Les contrôles qui ont été exécutés sur les arrêts maladie de plus de 18 mois ont montré que pour 50% d'entre eux, ces arrêts de travail n'étaient plus justifiés au moment où le contrôle a lieu. Et ceci n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre et dans une période comme celle que nous vivons. Il y a d'autres blocages que je trouve à contre-courant. Par exemple, au-delà de 30 jours d'arrêt, le salarié ne peut pas reprendre le travail sans l'avis d'un médecin du travail. Or, comme nous manquons cruellement de médecins du travail, comme d'autres spécialités, des dizaines de milliers de personnes qui souhaiteraient reprendre le travail en sont empêchées. Et je trouve que c'est absurde. Ça fait des dépenses inutiles, ça pourrait faire des économies utiles et surtout ça pourrait servir à leur vie, au meilleur équilibre de leur vie. Eh bien, à l'exception des maladies professionnelles et des accidents du travail, on dira que c'est le médecin, généraliste ou spécialiste, qui déterminera la possibilité de reprise du travail. Ce sont ainsi, c'était des exemples pour montrer que ce sont des modifications dans nos comportements individuels qui contribueront au retour à l'équilibre, en tout cas à un meilleur équilibre de la sécurité sociale, sans dégrader la qualité des soins. Tous ces efforts qui impliquent l'État, les collectivités, les dépenses sociales que je viens de décrire, si je fais des additions exactes, ils ne suffiront pas à eux seuls. Ils représentent quelque chose comme 21 milliards. Or, nous nous sommes fixés, je vous rappelle, d'atteindre 44 milliards. Il nous faut donc mettre en œuvre d'autres stratégies et je vous propose plusieurs de ces autres stratégies. La première, c'est que
nous devons partager en 2026 une année blanche. Qu'est-ce que c'est une année blanche? C'est une année dans laquelle on n'augmente plus ni les prestations, ni les barèmes. Une année blanche, c'est une année où, en 2026, on aura exactement le même montant des retraites pour chaque pensionné que celle qu'on avait en 2025. C'est un effort collectif qui concerne toutes les catégories de Français et cette règle sera de ne pas dépenser plus en 2026 qu'en 2025. Pas moins, mais pas plus, pour chacun d'entre nous. C'est un effort très important, temporaire, demandé à tous, mais qui n'aura de sens que s'il est juste et si chacun contribue à hauteur de ses moyens. Donc l'ensemble des prestations sociales seront maintenues en 2026 à leur niveau de 2025 et il n'y aura pas d'exception. Les Français concernés, c'est-à-dire un grand nombre d'entre nous, seront aidés dans cet effort par la presque disparition de l'inflation qui nous a tant pénalisés ces dernières années. Vous savez que l'inflation est prévue cette année à 1% ou un peu moins de 1%. Ce qui veut dire que les retraites, dans leur montant, ne baisseront pas et qu'elles seront l'année prochaine maintenues au même montant que cette année. Et je le disais, la règle, c'est pas plus, mais pas moins. Cela concernera aussi la masse salariale publique. En 2026, il n'y aura pas de mesures de revalorisation générale ou catégorielle dans les ministères. En revanche, nous avons tenu à ce que les règles d'avancement dans la carrière des fonctionnaires soient intégralement respectées. Toujours la même idée, le travail mérite d'être pris en compte et valorisé. Les barèmes de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée seront eux aussi maintenus à leur niveau de cette année. Au total, l'ensemble de ces décisions d'année blanche permettront de contenir pour 7 milliards d'euros la progression des dépenses sur une totalité des dépenses dont vous savez qu'elles représentent 1700 milliards ou quelque chose de cet ordre-là. Ces efforts sont exigeants et j'en ai pleinement conscience et ils ne seront acceptables que si nous prenons des initiatives fortes en termes de justice sociale et fiscale. Tout d'abord, nous devons être intransigeants avec ceux qui cherchent à rompre l'équité, à frauder et à ne pas remplir donc leur part du contrat social. Nous accentuerons la lutte contre la fraude en améliorant la détection des fraudes et surtout le recouvrement de ces fraudes et des amendes. En 2023, 15 milliards de fraudes ont été détectées, mais seulement 11 milliards ont été recouvrés. En 2024, c'est presque 17 milliards de fraudes, 16 milliards 6, qui ont été mises en évidence, mais seulement 11 milliards qui ont été recouvrés. Il y a donc, vous le voyez bien, une possibilité d'améliorer de beaucoup le recouvrement des fraudes, enfin des amendes et des pénalités constatées dans la fraude. Nous nous attaquerons à tous les types de fraude. La fraude fiscale, en lien avec les travaux qui ont été menés au Sénat, la fraude aux aides publiques, comme celle qui concerne MaPrimeRénov' ou le compte personnel de formation, la fraude à la dépense de santé. Cette lutte doit s'inscrire dans la durée. Nous allons déposer un projet de loi à l'automne contre la fraude sociale et fiscale pour mieux la détecter, la sanctionner et recouvrer l'argent perdu. Une mission sera confiée à 3 parlementaires pour suivre la mise en œuvre de ce plan. Ensuite, nous allons demander un effort particulier à ceux qui ont la capacité de contribuer davantage, soit parce qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux, soit parce que leur capacité leur permettrait de prendre une plus grande part de la solidarité. Nous nous concentrerons d'abord sur les niches fiscales
niche fiscale et sociale qui profite d'abord aux ménages les plus aisés et aux grandes entreprises. Nous ferons la chasse aux niches fiscales inutiles, inefficaces, en commençant par les dispositifs qui arrivent à extinction. Nous ferons enfin la différence entre ceux des foyers qui ont besoin d'aide ou dont les revenus méritent qu'on s'y attache et ceux qui sont au-dessus en termes de capacité. C'est pourquoi le fameux abattement de 10% pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour les retraités. Alors, ce n'est pas les pensions de retraite, c'est la part dans le calcul de l'impôt sur le revenu de ces pensions de retraite. Ce sont des pensions de retraite pour frais professionnels. On peut vérifier que des avantages pour frais professionnels pour les retraités ne sont pas absolument justifiés, mais il ne faut pas toucher les petites retraites et les retraites moyennes. C'est pourquoi nous n'exprimerons plus en pourcentage cette possibilité, mais nous allons créer un forfait annuel, ce qui permettra d'avantager les petites retraites, de garantir un pouvoir d'achat inchangé aux retraites moyennes et de remettre dans le droit commun les retraites les plus importantes. Enfin, cet effort de justice doit passer par une contribution des plus fortunés. Une contribution de solidarité sera créée, que nous définirons avec les commissions compétentes des deux assemblées, et cette contribution devra faire participer à l'effort national les plus hauts revenus. Et comme je m'y suis engagé lors de l'adoption du budget, nous prendrons des mesures complémentaires pour lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs. L'effort de la nation se doit d'être équitable, c'est-à-dire de demander peu à ceux qui ont peu et plus à ceux qui ont davantage. Voilà donc l'ensemble des mesures qui permettront de sortir de la spirale de l'endettement. Et puis je voudrais passer maintenant au deuxième volet du plan, c'est-à-dire en avant la production. La reconquête de la production dans notre pays est aussi cruciale que la lutte contre les déséquilibres budgétaires. Si notre production par habitant était dans la même gamme que celle de nos voisins européens, nous n'aurions plus de déficit budgétaire et nos concitoyens qui gagnent 2 000 € par mois approcheraient les 2 500 et ceci changerait leur vie. Notre dette, je l'ai dit, représente 114% du PIB et nous devons avoir l'obsession non pas seulement de diminuer la dépense, mais d'augmenter notre produit national. Nous ne produisons pas assez et il n'y a aucune raison acceptable pour un tel retard. Et de même que notre objectif est de réduire le déficit budgétaire à 3% d'ici 2029, nous devons réduire notre déficit commercial, ce qui passera par le renforcement de notre tissu productif et le soutien à nos entreprises partout en France. Je voudrais d'abord aborder la question du travail. J'ai la conviction qu'il faut réconcilier notre pays avec le travail, avec l'emploi, avec l'épanouissement au travail. Il est devenu insupportable pour beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, quel que soit le courant de pensée auquel nous appartenons. Il est devenu insupportable de voir toutes les entreprises artisanales, tous les commerces, tous les secteurs industriels se plaindre et parfois mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne trouvent plus les salariés, jeunes ou motivés, dont leurs entreprises ont besoin et dont ils espéraient qu'ils pourraient un jour prendre la succession. Ce blocage-là, ce désenchantement face au travail, c'est un ennemi public et je vous propose que nous le combattions. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays.
Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé, et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Ce sont des propositions. Je suis prêt à en accepter ou en examiner d'autres. Si d'autres idées surgissent, bienvenue. Et nous pourrons voir. Mais vous voyez bien que ça n'est pas du tout la même chose pour les spécialistes parlementaires que d'autres idées qui avaient été proposées l'année dernière, qui étaient qu'il y ait pour chaque travailleur une journée de solidarité dont on ne vérifierait pas vraiment si elle est accomplie ou pas, et qui se traduirait uniquement par des prélèvements sur les entreprises. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est le pays tout entier qui se met au travail, ou qui se remet au travail un jour où, depuis longtemps, il ne travaillait plus. Au passage, cette modification de notre calendrier des jours fériés rapportera plusieurs milliards au budget de l'État, simplement parce que les entreprises, les commerces, la fonction publique, la nation travaillera et que notre production sera améliorée. Si nous ne produisons pas assez aujourd'hui, c'est aussi parce que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Alors ça a une signification très simple, nous devons augmenter la part de nos concitoyens qui travaillent, faire en sorte que ceux qui le veulent puissent travailler davantage et que tous travaillent dans de meilleures conditions. Il n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, avec autant d'emplois offerts, conserve un taux de chômage au-dessus de 7% et que le nombre d'emplois non pourvus soit aussi élevé. L'accent doit notamment être mis sur les jeunes et les seniors pour qui les taux d'emploi sont particulièrement faibles par comparaison avec nos voisins européens. Pour améliorer cette situation, nous devons lever les obstacles qui tiennent beaucoup de Français éloignés du marché du travail. Dans les prochains jours, je vais proposer 2 négociations, s'ils l'acceptent, aux partenaires sociaux, un nouveau chantier sur l'assurance chômage, dont beaucoup d'analyses indiquent qu'elle porte une responsabilité dans son organisation actuelle sur l'absence de reprise d'emploi, et aussi un chantier sur le droit du travail pour améliorer les conditions de travail pour tous, faciliter les recrutements, augmenter les offres de travail lorsque c'est possible. Nous devons avoir comme but que le travail soit toujours un choix gagnant, qu'il n'y ait aucun frein, plus aucun frein au fait de travailler ou de travailler plus. En coordination avec les collectivités, je proposerai au Parlement avant la fin de l'année un projet de loi créant une allocation sociale unifiée pour une solidarité plus lisible et qui donne toujours la priorité au travail. Et si le travail devient un choix gagnant, alors notre système de retraite en sortira aussi gagnant, comme je m'y suis engagé à l'issue du conclave, entre guillemets, avec les partenaires sociaux. Les mesures assurant l'équilibre financier du régime et un traitement plus juste, notamment pour les femmes dont la maternité est venue bousculer les carrières, et la prise en compte de la pénibilité figureront dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne. Tous ces progrès seront réalisés sans alourdir le coût du travail. Nous devons enfin, et c'est un chantier vraiment très important, c'est une reconfiguration de notre système social au moment où il a 80 ans. Et si nous voulons qu'il dure 80 années de plus, nous devons moins faire peser sur le travail le financement de notre système social. C'est une question pas seulement de compétitivité et de pouvoir d'achat, mais de justice. Nous devons refonder ce modèle de financement en cherchant d'autres bases pour le financer que le travail. Ce basculement d'assiette, comme disent les initiés, est un des très grands chantiers que nous avons devant nous. Deuxième option dans ce chapitre produire, c'est la simplification.
Nous devons créer un environnement propice à la production par l'allègement et la simplification de toutes les procédures bureaucratiques qui asphyxient pas seulement les entreprises, mais les foyers et les personnes, les artisans par exemple, en créant des obligations de dossier toujours plus lourdes et des normes toujours plus nombreuses. Un rapport du Sénat vient de mettre en évidence la somme si importante que l'État apporte aux entreprises, 211 milliards sur une seule année. Alors j'ai tout à fait conscience, sans vouloir critiquer la Haute Assemblée, que cette addition ajoute de manière un peu rapide des allègements de charges à des subventions et à de multiples avantages de nature très différente. Tout cela est un peu vertigineux, mais 211 milliards, disons en tout cas plus de 100 milliards, ce sont des sommes très importantes. Et il me semble qu'il faut reprendre la réflexion sur tout cet ensemble à partir d'orientations nouvelles et franches. Alors je vous propose que cette réflexion soit organisée autour d'un principe d'échange d'avantages. Moins de subventions contre plus de liberté, de simplification et de confiance. Les normes surtransposées, surabondantes, supplémentaires, les obligations bureaucratiques toujours plus pénalisantes, les absurdités de dossiers imposées à ceux qui peuvent le moins en avoir la maîtrise, imposées aux artisans, aux maîtres d'œuvre, à l'achat public, les retards de paiement, c'est un autre chapitre très important. Tout cela plombe les acteurs de la production et pénalise, une étude européenne l'a montré, de quelques 4% ou davantage leur chiffre d'affaires. Et pénalise bien sûr davantage les petits, entre guillemets, qui travaillent seuls ou en famille, avec peu de collaborateurs, que les plus gros qui ont à leur disposition des services juridiques, administratifs ou des directions des ressources humaines puissantes. Mais c'est vrai que ça pénalise davantage les petits que les plus importants, mais c'est un filet qui ralentit et paralyse tout le monde. Et je considère qu'au moment où nous sommes, au moment où, comme j'essaie de le prouver depuis le début de cette intervention, notre pronostic vital comme État est engagé, comme nation, comme société et comme pays, alors nous avons le devoir de supprimer tout de suite ces handicaps. Et donc, baisser les obligations, les contraintes, la bureaucratie, et en échange, baisser les subventions et les aides de toute nature. Et je propose à tous les acteurs, depuis les artisans, depuis les start-up, depuis les sociétés individuelles jusqu'aux petites, aux moyennes entreprises et aux grandes, de mettre au point avec le gouvernement dès cet été la liste des simplifications et des allègements de liberté qui sont nécessaires, qui sont utiles ou qui sont souhaitables. Et le gouvernement qui a constaté que dans les assemblées, ce problème de la simplification n'avançait pas à la vitesse la plus grande qu'on puisse souhaiter, le gouvernement proposera de régler ces questions par ordonnance, parce qu'il s'agit d'urgence nationale, tout de suite et dès l'automne. Et ensuite, sans trêve et tout au long de l'année, de nouveaux textes de simplification seront proposés, toujours par voie d'ordonnance, afin de lever les obstacles identifiés dans chaque secteur, selon leurs besoins spécifiques. Ainsi, je crois, peut-être par naïveté, que tout le monde y gagne. L'action publique retrouve des moyens, fait des économies, et les entreprises, petites, toutes petites, moyennes et grandes, elles gagnent des marges de liberté, d'action et d'efficacité. Les salariés y gagnent parce qu'ils pourront se concentrer sur des actions utiles et l'efficacité du pays y gagne puisqu'il est déterminé à se débarrasser du joug d'absurdité dont il est accablé depuis si longtemps. Ma conviction est que dès cette première année, nous pouvons attendre de ce travail de donnant-donnant, que je n'ai pas chiffré dans le plan, mais que je considère comme possible à atteindre. Nous pouvons, sur ces quelques 200 milliards à destination des entreprises, gagner plusieurs milliards d'économies pour l'État,
Je ne les comptabilise pas, mais je les crois plausibles. Troisième grand chapitre dans cette action en faveur de la production, la compétitivité. Nous devons améliorer de manière générale la compétitivité, comme on dit, c'est-à-dire la capacité, l'efficacité, l'attractivité de notre économie. Le premier facteur sur lequel nous allons agir, c'est l'énergie. Car nous avons en France un atout immense, disposant d'une énergie bon marché en plus d'être abondante, souveraine et décarbonée. Nous devons davantage miser sur cet atout et remercier tous ceux qui ont, au travers du temps, permis l'édification de cette production d'électricité. Nous devons permettre aux industriels de bénéficier d'accords qui réduisent leur exposition à la volatilité des prix. Plus d'une dizaine d'accords ou de contrats de long terme ont déjà été signés par les industriels avec EDF à un coût de production, au coût de production du nucléaire. Mais au-delà de ces dizaines d'accords, je pense qu'on peut viser l'équivalent de 30 TWh de contrats d'ici la fin de l'année, soit près de 10% de la production nucléaire. Le deuxième facteur de compétitivité, c'est l'accès des entreprises au financement. Le rapport de Mario Draghi, qui devrait servir de référence à un très grand nombre des acteurs économiques et politiques dans notre Union européenne, le rapport de Mario Draghi a montré que nous devons d'abord mettre les financements européens au service de la croissance et des entreprises européennes. C'est dans ce but que le ministre de l'économie, Éric Lombard, a lancé un label européen pour l'investissement de long terme qui permettra d'assurer le développement de produits d'épargne finançant notre croissance. Ce qu'on appelle le capital risque est un outil puissant pour l'innovation et la croissance des entreprises. Nous consacrerons 900 millions d'euros de financement en fonds propres supplémentaires à l'investissement dans les entreprises. Enfin, parler de financement, c'est s'attaquer à l'un des problèmes fondamentaux auxquels les entreprises, et notamment les PME, se trouvent confrontées, les retards de paiement, qui représentent aujourd'hui quelques 15 milliards d'euros de trésorerie. C'est une manne considérable et dont nous ne pouvons pas accepter qu'on baisse les bras en face des conduites qui la produisent. L'État est déterminé à renforcer les sanctions à l'égard des débiteurs en cas de retard de paiement de ces créances. À l'avenir, ces sanctions pourront aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires pour mettre fin à des pratiques qui fragilisent notre tissu économique. Il nous faut aussi une stratégie globale de redressement de notre commerce extérieur. C'est, comme vous le savez, un sujet, comme le savent quelques-uns d'entre vous, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup produit lorsque j'étais dans la responsabilité de commissaire au plan. Nous allons passer en revue toutes les filières déficitaires, repérer les produits les plus propices à une localisation de la fabrication sur notre sol, en vue de réduire nos importations. Nous devrons également soutenir nos filières d'excellence pour qu'elles le restent. Et donc des stratégies de filières, associant les grandes entreprises et les pouvoirs publics locaux et nationaux, devront rapidement être définies et mises en œuvre. L'État fédérera grandes entreprises, entreprises moyennes et entreprises débutantes. Il les réunira, mais il ne peut pas faire tout seul. Et donc, nous avons devant nous un important enjeu de redéfinition d'une stratégie nationale de reconquête de notre commerce extérieur. Il faut aussi que cela s'accompagne de changements dans nos modes de consommation, en encourageant davantage les circuits courts et les commerces de proximité. C'est pourquoi une taxe va être proposée sur les petits colis afin de protéger nos commerces et nos producteurs de la marée de concurrence déloyale qui les assaille.
L'une des clés pour la relance de la production, c'est l'innovation. Comme je l'ai annoncé, nous orienterons davantage les financements de France 2030 vers les secteurs prioritaires de l'intelligence artificielle et du cyber. Dans tous les secteurs de notre activité, l'intelligence artificielle peut et doit devenir un outil concret, utile, qui améliore la productivité des entreprises. On estime, dans les études les plus sérieuses, à 20% le gain de productivité lié à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus productifs. Et c'est l'objectif que vise le plan qui a été défini, qui s'appelle « Oser l'intelligence artificielle ». Mais, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, pour tenir le rythme de l'innovation, nous avons besoin d'ingénieurs et de techniciens. Nous avons sur notre sol des talents très nombreux, mais nous manquons cruellement, notamment de femmes ingénieurs. Et comme d'ici 2035, l'économie française devra recruter près de 100 000 nouveaux ingénieurs et techniciens par an, alors le plan Filles et mathématiques que vous avez mis en œuvre est un plan très important. Il vise à encourager l'orientation des femmes, des filles d'abord et des femmes vers les sciences de l'ingénieur et du numérique. Enfin, la commande publique sera aussi un élément déterminant dans la reconquête de la production. Et pour cela, nous devons innover et, par exemple, ne pas craindre de réformer l'Union des groupements d'achat public, l'UGAP, que connaissent tous les élus locaux, assouplir le cadre national afin d'éviter les lenteurs et les surcoûts dans les achats publics. Nous devons également changer les règles au niveau européen pour nous permettre d'acheter européen et de soutenir notre industrie dans un contexte géopolitique, comme on dit, dans un contexte de la planète nouveau. C'est l'introduction d'une véritable préférence européenne que nous appelons de nos vœux, que des critères de contenu local puissent être introduits dans les marchés publics, mais aussi dans les aides publiques ou dans les normes. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à vous parler un langage clair et vrai. Si notre vie politique est menacée de dissolution aujourd'hui, c'est aussi parce que nous craignons trop souvent de nommer les choses par leur nom, parce que nous avons cessé de faire de la vérité le critère qui nous permette d'orienter notre action. Hannah Arendt disait qu'un peuple à qui on a cessé de dire la vérité ne peut plus rien croire. Il est privé, disait-elle, non seulement de sa capacité d'agir, mais de sa capacité de penser et de juger. Ce que j'ai voulu faire en m'exprimant devant vous aujourd'hui, c'est permettre à tous de juger la gravité de la situation, d'examiner une proposition cohérente, un plan global d'action du gouvernement, dont nous avons la conviction qu'il est le seul qui puisse permettre à notre pays d'affronter ces défis, défis que nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas voir, et ainsi donner à tous la capacité d'agir et d'avancer ensemble. J'ai voulu le faire très tôt dans l'année, beaucoup plus tôt que d'habitude, plus de 2 mois avant les dates habituelles, pour que nous ayons plusieurs mois de réflexion et de travail. Toutes les idées d'amélioration seront les bienvenues. Ce plan, s'il est perfectible, nous ne demandons qu'à le perfectionner. Toutes ces idées seront examinées, qu'elles proviennent des partis politiques, des groupes parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, des partenaires sociaux, des collectivités territoriales ou des citoyens de notre pays. Mais améliorer ne peut pas signifier reculer, amoindrir ou atermoyer. Le gouvernement, il est bien sûr libre de ses moyens, mais il considère qu'il est devant une obligation de résultat. Un changement de pratique qui rende à la France son image et sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. Ce plan pour l'année 2026 n'est qu'un préambule, car c'est un ensemble de réformes de fond dont notre pays a besoin. Pas seulement pour faire des économies,
mais pour rendre plus efficace, plus proche, plus réactive, plus souple, plus compréhensible et compréhensive toutes les organisations qui sont celles de l'action publique nationale et locale et de la solidarité. C'est un travail d'architecte dont nous avons besoin. Et l'année 2026, qui précède l'année 2027, si vous voyez ce que je veux dire, l'année 2026 se prêtera particulièrement à un tel travail de refondation. Nous ne devons jamais oublier qu'il n'y a pas beaucoup de peuples comme le nôtre. Pas beaucoup de peuples qui comptent autant de réussites scientifiques, techniques et industrielles. Pas beaucoup de peuples qui portent un projet de société à vocation universelle, construit autour d'idées fondatrices comme la laïcité, une idée qui affirme qu'on n'a pas besoin, parce qu'on croit quelque chose, de vouloir obliger les autres à abandonner leurs idées. Cette idée qui fait que nous formons, c'est l'étymologie du mot laïcité, que nous formons un seul peuple. Toutes ces réussites ont scandé l'histoire et fait de notre pays une puissance. Parfois, souvent, la France a failli céder, mais toujours elle s'est reprise pour résister au totalitarisme, aux guerres nationales et européennes. Elle s'est reprise chaque fois pour résister à la force brutale. La mission des gouvernants, c'est d'identifier les risques, de les affronter en mobilisant l'énergie du pays sans crainte et sans préoccupation personnelle. Alors, dans l'annonce de ce plan, y a-t-il des risques pour le gouvernement? La réponse est « il n'y a que des risques ». Le gouvernement n'a pas de majorité. Il arrive même que ses soutiens ne soient pas totalement convaincus. Tout concourt au fatalisme, à ce qu'on ne fasse rien, à ce qu'on décrète impossible les changements nécessaires et qu'on laisse dériver les choses. Je vous rassure, le gouvernement le sait bien. Il sait parfaitement qu'il est à la merci des oppositions, autant que, ici ou là, des doutes de ses soutiens. On voit cela depuis des années. Mais le gouvernement a le devoir, il a le désir et l'envie de renverser les obstacles, de rendre à notre pays